Tu écoutes l'épisode 188 de S'ouvrir à l'amour, premier rendez-vous, comment créer une vraie connexion. C'est quelque chose que vous me demandez énormément en disant mais Sandy, un date commence et j'ai vraiment ce petit moment de solitude avant, je sais pas quoi dire, les mots ne sortent pas, ou bien j'ai l'impression d'avoir eu un date un peu insipide, j'ai pas eu l'impression de connecter avec la personne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'avais eu envie justement d'inviter une experte dans l'art de la conversation, Fanny Auger, qui est également membre du Dating Lab de Mythique et qui a créé ce coffret, le Love Starter, pour avoir des conversations et vraiment rencontrer l'autre. C'est ça ce qui m'a particulièrement parlé. Bonjour Fanny, bienvenue sur le podcast. Bonjour Sandy et bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Alors, quand j'ai lu en fait l'introduction au Love Starter, il y a déjà deux chiffres honnêtement qui m'ont choquée. Le premier, c'était que 35% des conversations en ligne s'arrêtent après seulement deux messages et que 46% des gens avouent ne pas savoir quoi dire en fait lors d'une rencontre. Selon toi, qu'est-ce qui explique en fait ces chiffres? Qu'est-ce qui fait en fait que les gens ont autant de mal à se rencontrer? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que avant de rentrer dans le détail des premiers rendez-vous amoureux, moi je dirais qu'elle peut s'appliquer aussi à nos rencontres les plus banales. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou une rencontre professionnelle, avec un nouveau client, prospect, fournisseur, que sais-je, ou alors même nos rencontres dans la vie. Souvent, on tourne un peu en rond, on rencontre notre nouveau voisin, notre nouvelle voisine, on atterrit bien vite sur des banalités. Donc je dirais que ça concerne un peu toutes nos conversations. Maintenant, les chiffres, alors en tant qu'experte du Dating Lab, donc juste pour remettre du contexte, le Dating Lab, c'est l'observatoire de la rencontre amoureuse qu'on a créé avec Mythique, qui rassemble des experts, donc une philosophe, un sociologue, une psychologue, un expert du genre et une neuroscientifique, pour comprendre les nouveaux enjeux de l'amour. Et on s'est rendu compte que ces chiffres sont assez effrayants. Alors en tant que membre du Dating Lab, j'ai beaucoup pratiqué les applis pour justement comprendre les ressorts de la conversation. Vous l'avez compris, moi ce qui me passionne, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait la conversation, une bonne conversation. Et souvent, les gens se mettent sur une appli, dépensent beaucoup d'énergie pour se mettre sur une appli quand même, faire un profil, mettre des photos, mais n'y vont pas vraiment. Au sens où la chose la plus importante, c'est quand même créer du lien, créer des connexions, mais ils réfléchissent pas du tout aux questions qu'ils vont poser. Et j'aime dire que pour avoir de meilleures conversations, il faut déjà poser de meilleures questions. Donc les salut, ça va, ça fait combien de temps que tu es sur cette appli? Ou alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est compliqué quand même de rebondir et puis de rentrer dans une véritable relation. D'où cette idée qui a germé de Love Starter, hein, qui est un kit de conversation amoureuse, mais pour les premières conversations. C'est pas un kit qui s'adresse aux couples déjà établis, même si visiblement les questions, elles fonctionnent très bien aussi sur les couples, mais c'est vraiment pour aider les célibataires à se préparer à la rencontre amoureuse, pour poser aussi, pourquoi pas, de meilleures questions qui créent du lien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les personnes que j'accompagne, quand elles ont sur leur chat le fameux salut, ça va, ça crée vraiment l'effet inverse. Ça dit, ah non, je dois encore dire comment je vais ou je dois encore dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Je trouve, et je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast sur comment rencontrer des amis parce que il me semble que vraiment à cette ère de hyper digitalisation, on a perdu vraiment le sens de qu'est-ce que c'est la rencontre en fait. Déjà le temps et l'énergie que ça demande, peut-être la curiosité que ça demande envers l'autre, de se dire ben en fait elle est qui cette personne sous les faits, sous ce qu'elle peut dire de banal? Qu'est-ce qui la meut? Qu'est-ce qui donne la motivation en fait en soi? Et je partage tout à fait ton avis que des bonnes questions en fait ça ouvre le cœur. Quelles sont justement ces bonnes questions? C'est vrai, les bonnes questions, c'est comme un sésame qui ouvre tout de suite une nouvelle relation, qui fait rentrer la relation dans une autre dimension, un peu comme un sésame magique. Alors, dans le coffret, je me suis dit qu'il y avait des questions qui méritent d'être posées et je les divisais en deux. Les questions à se poser à soi-même, ou on peut le faire entre amis aussi, avant la rencontre.
pour être sûr qu'on se met dans cette démarche, hein. Oui, ça prend de l'énergie de rencontrer quelqu'un. On aimerait toutes succomber à un coup de foudre où tout se passe de manière très naturelle. Mais moi, je pense que même le coup de foudre le plus romantique ne survit pas à une mauvaise conversation. Donc, les 22 cartes avant, qui sont les cartes en pastel, sont des questions à se poser à soi-même ou entre amis avant pour être sûr qu'on est vraiment disponible. Comme tu l'as très bien dit, il y a une question de disponibilité à l'autre, à la rencontre, à l'altérité aussi, aller au-delà de l'image, des photos, de la description pour vraiment se mettre en disponibilité, peut-être même se mettre en... Alors, il ne s'agit pas de danger au sens propre du terme, mais peut-être être ouvert à rencontrer quelqu'un d'autre que soi-même. Comme tu l'as très bien dit, et aujourd'hui, moi, c'est le cœur de mon travail depuis 11 ans autour de l'art de la conversation. Les nouvelles technologies, alors j'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que je pense que, chères auditrices, chers auditeurs, vous voyez exactement ce dont je parle. On est baigné de notifications sans cesse toute la journée. Comment trouver la disponibilité de cœur et d'esprit pour se mettre en ouverture et rencontrer quelqu'un? Donc, 22 questions à poser avant, à se poser avant, et 22 questions qu'on peut, alors à sa guise, peut-être que certaines ne vous parleront pas du tout et d'autres énormément. Peut-être que vous en inventerez de nouvelles qui soient vraiment propres à vous-même. Mais 22 questions brise-glace, hein, pour vous aider à avoir de meilleures conversations. Et moi, je pense, alors dans mon travail autour de la conversation que je décline ici pour l'amour et la première rencontre, j'ai beaucoup d'outils que je propose dans mon premier ouvrage qui s'appelait Trêve de bavardage, qui est vraiment sur l'art de la conversation générique. Je propose beaucoup d'outils pour justement briser la glace et faire en sorte que d'une discussion sans grand intérêt, on bascule dans une conversation. Alors pour ça, il y a poser de meilleures questions, il y a les émotions. C'est livrer un petit peu de soi aussi. Et ensuite, d'autres outils, on va peut-être y venir plus tard. Mais avant même de poser des questions, parler, moi j'ai envie de dire aussi, je pense que la qualité de nos conversations, elle dépend de la qualité de notre écoute. C'est pour ça que j'aime préparer un peu les gens en leur disant, préparez-vous avant. Et il ne s'agit pas de se dire quelle robe je mets, comment je me maquille. Souvent, on perd du temps dans des choses qui, au final, ne sont pas vraiment importantes, alors qu'il vaudrait mieux se préparer à la conversation en se disant, voilà, ce soir, je rencontre X, Y, Z. Comment est-ce que j'ai envie que la conversation se passe et se projeter, pourquoi pas préparer quelques phrases, tiens, sur son profil, s'il s'agit des applis, hein, Mhm. il mentionne qu'il aime le tennis, pourquoi ne pas parler de tennis? Tiens, moi-même je fais du tennis ou j'ai pas joué depuis longtemps, etc. Mais faire un petit peu comme un menu de conversation pour avoir des choses à dire, à rebondir. Il a dit qu'il aimait l'opéra. Tiens, c'est quand la dernière fois que je suis allée à l'opéra? Qu'est-ce qui joue en ce moment à l'opéra? D'ailleurs, moi j'aime bien aussi avoir des routes de secours. Parce que si jamais la rencontre elle se passe bien, parfois on est un peu embarrassé, on dit bon merci, au revoir, à bientôt. J'aime bien prévoir des petites routes de secours ou des petites, un peu comme les petits poussées, des petites miettes dans la conversation qui, si elle se passe bien, par exemple, on va évoquer une expo. Ah, tu l'as pas encore vue? Moi, j'ai adoré, j'y retournerai volontiers. Ou alors, ah, cet opéra, non, ça fait longtemps que j'ai pas vu Gisèle, j'adore ce ballet. Et donc, qui permettent, comme des petites miettes, de les ramasser pour provoquer un second rendez-vous si on en a envie. Je trouve que ça, c'est très important. Ça peut être une expo, ça peut être un resto, ça peut être un opéra, selon vos goûts et vos couleurs. Allez faire de l'alpinisme ensemble ou du tennis. Mais en tout cas, disséminer ça, comme ça, si la conversation se passe bien, c'est tout à fait naturel de rebondir pour un deuxième rendez-vous. Donc voilà un peu en vrac quelques outils. Oui, alors il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup plu. Le dernier, les petites miettes que tu as mentionné, moi j'appelle ça les petits feux verts. Un petit peu, c'est aussi un moyen de rassurer l'autre, de dire, ah, je suis ouverte à plus. Pour moi, ça fait partie aussi de l'alignement. Si j'ai envie de rencontrer l'autre, ça passe par oser montrer mon intérêt, oser montrer que j'aimerais aller plus loin. Donc j'aime bien cette petite dissémination dans la conversation. En effet, ça invite au deuxième rendez-vous. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est de se préparer, d'être disposé. Ce que je rencontre souvent, c'est que quand une personne a beaucoup de peur d'aller dans les rendez-vous, ne sait pas quoi dire, ne sait pas comment faire qu'il y a cette connexion, il y a souvent cette peur de dire « Ouh là là,
Si je suis simplement moi, si je montre comment je suis, ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéresse pas, est-ce que l'autre en face va être intéressé? Est-ce que l'autre en face va m'aimer? Et en effet, comprendre ça, comprendre cette peur-là et peut-être se préparer en fait à comprendre que finalement, en fait, on tombe pas amoureux d'une vitrine. On tombe souvent amoureux d'une personne qui a cette partie même vulnérable de soi et que oser aller montrer des aspects peut-être plus tranchés, plus personnels, ça peut favoriser justement la rencontre. Donc ça, j'avais beaucoup aimé et de préparer aussi sa conversation. Pour revenir aussi à la conversation, dans mon premier livre, j'en parle énormément de quels sont les meilleurs ingrédients pour une conversation. Et pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est l'écoute. Et je viens de le préciser, la qualité de nos conversations dépend de la qualité de notre écoute. Et si on stresse en ne sachant pas quoi dire à un premier rendez-vous, j'aime bien dire aux gens, mais dans ce cas, pose des questions. Si tu stresses, tu sais pas quoi dire, pose des questions. Et puis certainement que la conversation, si elle est fluide, elle t'emmènera à te livrer aussi. Et voilà. Donc l'écoute, c'est l'ingrédient principal. Et c'est vraiment, s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de conversation. C'est juste l'un et l'autre qui assènent des messages, hein. Un peu comme on voit souvent les hommes politiques, sans rentrer dans le débat, mais voilà, qui chacun va parler, va donner ses éléments de langage, mais ils s'écoutent pas vraiment. Donc l'écoute. Le deuxième, c'est l'ouverture, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une conversation. Et donc c'est rester ouvert à la surprise, à vraiment à ce qui peut, la magie ou pas d'ailleurs, qui peut arriver. Et le dernier, je dirais que c'est le temps slash l'ouverture, la disponibilité. Parce que c'est une de mes questions d'ailleurs dans le kit, une des 22 questions pour se préparer à la conversation, c'est concrètement, regardez votre emploi du temps aujourd'hui. Quel temps vous auriez à accorder à une relation si demain vous rencontriez quelqu'un? Alors, le mardi soir, j'ai cours à l'école du Louvre. Le mercredi soir, je donne des cours à Sciences Po. Le jeudi soir, j'ai le club de nanana, etc. Comment vous voulez mettre à quel... Et le week-end, je pars en week-end tous les week-ends dans ma famille ou avec des amis. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi concrètement regarder son emploi du temps à la semaine et se dire, est-ce que j'ai vraiment du temps? Est-ce que je suis vraiment ouverte? Est-ce que je suis disponible à la relation? Donc voilà, c'est des questions peut-être toutes bêtes, mais qui convient de se poser. Ouais. Euh, à l'inverse, donc des questions plutôt sur qu'est-ce qui me l'autre, qu'est-ce qui me meut moi finalement, les émotions qui me traversent. Est-ce qu'il y a à l'inverse des sujets ou des phrases qui sont, moi ce que j'appelle casse-connexion, qu'il faudrait éviter selon toi lors d'un premier rendez-vous? Donc on a vu le salut ça va et tu fais quoi dans la vie, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui pour toi tu recommanderais plutôt pas? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que tout dépend de la manière dont les questions sont posées aussi. Moi, personnellement, j'ai ce que j'appelle des lignes rouges, des feux rouges lors d'un premier rendez-vous. Après, ça dépend aussi ce qu'on recherche, évidemment. Mais là, on va parler d'une relation durable, équilibrée, d'une belle histoire d'amour. Quelqu'un qui vous poserait des questions beaucoup trop intimes, voire sexuelles. Pour moi, c'est un énorme feu rouge lors d'un premier rendez-vous. Après, c'est bien, ça vous fait gagner du temps. Ça vous permet de voir que on n'est pas forcément aligné. Ensuite, quelqu'un qui aurait des opinions. Alors, moi, je suis ouverte à la différence et à l'ouverture, mais des opinions peut-être politiques ou religieuses un petit peu trop extrêmes d'un côté comme de l'autre. Ça, pour moi, ce serait compliqué. Quelqu'un qui ne vous pose pas de questions. Ça, c'est important. Et j'ai souvent des femmes qui me disent, mais moi, je pose des questions, je prépare mes rendez-vous, etc. Mais en face, moi, je ne suis absolument pas love coach. Je suis simplement experte de la conversation. Mais en face, la personne ne me pose pas de questions. Bah, pour moi, ça aussi, c'est un feu rouge. Soit on s'en empare, on se sent en confiance et dire, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, depuis le début du dîner, je te pose des questions et c'est très intéressant, je suis ravie, mais tu ne m'as posé aucune question. Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Est-ce que il y a parfois des situations même où la personne non seulement répond à vos questions, mais ne vous demande pas et toi? Donc pour moi, ça c'est un énorme red flag, comme on dit en anglais, un énorme drapeau rouge. Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé, lui, il n'a pas fait le job et il n'a pas forcément envie de vraiment rencontrer quelqu'un. Donc voilà, autant de choses qui pour moi sont à éviter lors des premiers rendez-vous.
Après, si la personne vous pose des questions politiques, religieuses, c'est peut-être parce qu'elle a envie de mieux vous connaître. C'est vraiment la manière dont la question est posée, la manière dont la réponse est accueillie également. Et alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que si ton interlocuteur te pose aucune question, c'est en général pas un bon signe. Des fois, ça peut arriver que la personne essaye de montrer qu'il vaut la peine. Donc, il y a peu cette phase, OK, j'essaie de te prouver que je le vaux bien, mais ça a quand même besoin d'un équilibre dans la conversation parce que la rencontre, la relation, c'est justement cet échange-là. Donc, tout à fait d'accord avec ton red flag. Est-ce qu'il y a, alors ça c'est peut-être des manières de poser des questions qui vont au contraire pas aller dans le sens de la connexion, qui vont plutôt être réfractaires. Est-ce que là, tu aurais des choses à nous conseiller ou à nous recommander? D'emblée, c'est les questions ouvertes et fermées, les questions auxquelles on répond par oui ou non. Ouais. On sait que parfois, alors là je le dis pour expérience, les personnes de la jante masculine ont tendance à répondre par oui, non ou des réponses un peu lapidaires. Donc je pense que poser des questions ouvertes, c'est plus facile. Toutes les questions que je propose dans le coffret sont des questions ouvertes. Un premier rendez-vous, les premiers rendez-vous, c'est toujours aussi une question, une partie de cartes et une question de hasard. Si la personne me pose plein de questions sur le sport, par exemple, moi, je suis sportive, mais j'ai horreur de la discipline, de regarder du sport, d'aller à des matchs, etc. Ne m'intéresse pas. Donc, si la personne ne sait pas lire son interlocuteur, une conversation, pour moi, la plus belle définition de la conversation, elle est de Theodore Zeldin, qui est un chercheur, un historien britannique, qui dit la conversation, c'est un échange réciproque et partagé qui permet aux êtres humains d'échanger de la confiance, de la sagesse, du courage et de l'amitié. Et je pense que s'il n'y a pas, tout dépend de la manière dont on accueille et dont on rebondit aussi. Si la personne n'est pas disponible, n'est pas en écoute, ou si ces questions, au bout d'un moment, vous avez l'impression de subir un interrogatoire de police ou alors un interrogatoire RH, comme si vous récitiez votre CV, c'est assez mauvais signe. Ce qui est important, c'est de créer du lien. Créer du lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être dans on espère en tout cas essayer d'établir la même fréquence vibratoire. S'il y a une personne qui est très assertive, un peu pushy, qui va poser des questions, et vous fermez comme une coquille, je pense que vraiment, dans la conversation, il faut créer ce lien et cette fréquence vibratoire qui vibre au même niveau. Donc, ce que tu dis, en fait, si tu vois, par exemple, pour la personne qui se pose la question, est-ce que j'arrive à créer de la connexion dans le dating? Si elle sent en fait que peut-être l'autre répond brièvement, peut-être bascule gentiment vers l'arrière dans la conversation et sent peut-être en face en termes d'énergie. Alors moi je parle beaucoup du système nerveux, mais c'est souvent quelqu'un qui se ferme physiquement, qui est un peu tendu au niveau du visage, peut-être au niveau des cervicales. On sent qu'il y a un peu de tension. Ça serait des signes en fait que les questions qu'on pose vont peut-être pas dans le sens de la connexion, mais plutôt dans le sens de, comme tu as dit si bien, l'interrogatoire RH où on pose la checklist et puis on n'essaye pas de vraiment voir qui est la personne. Voir de police, j'adore le proverbe américain ou anglais qui dit It takes two to tango. Il faut deux personnes pour faire du tango et c'est exactement ça. C'est si on voit, il faut vraiment lire la personne en face. Il ne s'agit pas de parler. Pour moi, la conversation, d'ailleurs, c'est pas que parler. Il ne s'agit pas de parler sans cesse. C'est de lire l'autre personne et de voir si on est toujours en lien ou au même niveau. Et peut-être accorder aussi sa conversation à la personne en face et à la manière dont elle perçoit. Il y a un émetteur et il y a un récepteur. Ouais, ouais, c'est super important. Et pour les personnes justement qui ont peur des silences ou qui ont peur de pas paraître intéressant, est-ce que tu aurais un conseil comme ça à leur donner?
Alors, souvent, en effet, le silence, il apparaît un peu comme un piège dans les conversations. Souvent, c'est le moment où la personne, elle va sauter à pieds joints dans le silence et en général raconter un peu n'importe quoi, qu'on soit bien clair. Ça fait peur. Alors, si vous vous rappelez du film Pulp Fiction, il y a une super scène sur les silences inconfortables qui se passe juste avant la fameuse scène de la danse où Uma Thurman et John Travolta sont face à face en train de manger un milkshake. Et Uma Thurman dit, je déteste ça, les silences comme ça qui rendent la conversation inconfortable. Et elle dit, on sait si on est vraiment à l'aise avec quelqu'un, si on peut tolérer une minute de silence sans avoir à sauter et dire, raconter, et elle dit en anglais du bullshit, donc raconter un peu n'importe quoi. Donc souvent quand il y a un silence, je parle pour moi ou pour les milliers de gens qui sont venus à mes ateliers de conversation, etc. Les gens, ils se précipitent et ils racontent un peu n'importe quoi parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils se disent, la personne va croire que j'ai plus rien à dire, que je suis pas intéressante, que je suis timide, je sais pas quoi dire, et hop, on raconte n'importe quoi. Si parmi vos auditrices et auditeurs, il y a des musiciens, par exemple, vous connaissez la puissance des silences. Moi, personnellement, je suis une grande lectrice. C'était Coltès qui disait les marges, c'est ce qui fait tenir la page. Sans marge, ce serait illisible un texte. Sans silence dans la musique, ce serait illisible et inaudible. Donc moi, ce que j'aime, j'adore le silence. Ce que je propose aux gens, c'est d'embrasser le silence. Alors, je propose des exercices pour apprendre à investir le silence, se retenir au moment où on a envie de parler pour raconter n'importe quoi, pour combler le silence, juste se retenir, tenir le silence, sourire et attendre. Parce que peut-être que vous culpabilisez en vous disant mais j'ai rien à dire, il va croire que je suis pas intéressante ou que je suis stupide. Mais en fait, vous savez pas. La personne en face, elle peut prendre le temps. On vit dans une société où il faudrait répondre du tac au tac. Mais peut-être que la personne derrière, elle va prendre le temps de réfléchir, d'affiner sa pensée, son propos. Et attendez. La prochaine fois que vous avez envie de sauter dans le silence, retenez-vous, attendez un petit peu et voyez ce qui se passe. Et vous seriez, j'en suis certaine, extrêmement surprise par ce qui se passe dans un silence. Mais je vous suggère de juste l'attendre, le tenir, sourire pour montrer que vous n'êtes pas si mal à l'aise que ça, et juste attendre. Parce que c'est dans les silences qu'il peut se passer aussi la magie. Si on laisse pas la magie entrer par des interstices, ben, elle n'arrivera jamais. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les silences et jouer avec les silences. Ben, je partage totalement ton avis. En fait, je trouve que les silences après une conversation, ça te permet d'intégrer, en fait, des fois ce que la personne a dit. Et l'explication que j'ai pourquoi les personnes, elles ont peur des silences, c'est que dans le silence, en fait, tu perçois l'état de ton système nerveux. Si tu as de l'insécurité, si tu te sens mal à l'aise, en fait, c'est dans ce silence que tout ça remonte. Et c'est vrai que souvent, bah, le réflexe, quand on a par exemple de l'anxiété, le réflexe du sympathique, ça va être soit de combattre ou de fuir. Et une manière de combattre, entre guillemets, c'est de meubler, quoi. C'est de dire, bon, je sors quelque chose, je sais pas ce que c'est peut-être pas le meilleur, mais j'essaie de meubler. Et souvent, ce qui peut aider dans le silence en termes somatiques, ça serait de expirer un petit peu plus longuement par le nez, ou par exemple, vous pouvez lever et baisser les talons. Ça régule l'état sympathique et donc ça peut calmer en fait ce petit moment de stress, d'angoisse qu'on peut avoir et éviter de revenir dans le déballage en fait. Très intéressant cette explication par le système nerveux. J'aime beaucoup. Ça explique certainement beaucoup, beaucoup de situations. Et pour les personnes justement qui ont ce sentiment de ne pas paraître intéressant, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors, c'est très drôle, Sandy, parce que tu ne sais pas, mais je suis actuellement en train d'écrire mon prochain ouvrage, toujours chez Erol, qui paraîtra l'année prochaine et qui s'appelle Comment être plus intéressant. Ah, bah, tu Alors, vois. en réalité, le titre est un peu provocateur parce que pour moi, pour être plus intéressant, il faut être plus intéressé.
Donc voilà, je vous le livre. Mais en tout cas, dans la première partie, je m'intéresse un peu à ce qu'est, c'est quoi être intéressant aujourd'hui. Et j'ai bien peur que on soit vraiment bien loin des vraies personnes intéressantes. Il suffirait d'attendre les likes, d'avoir des followers par dizaines, par centaines de milliers, par millions pour sembler intéressant. Moi, je suis convaincue que les gens les plus intéressantes ne sont pas forcément les gens connus ou qu'on voit passer dans les magazines, à la télé ou sur les réseaux d'ailleurs. Pour moi, pour d'une part être vraiment intéressant, bah, faut être vraiment intéressant. C'est-à-dire apprendre à bien se connaître. Et ça, je pense que vraiment, Gnotis et Othon, hein, c'était ce qu'il avait écrit sur le frontispice du temple de Delphes, mais faire ce travail de apprendre à bien se connaître, creuser les choses. Si vous êtes intéressé par la philatélie, collectionner les papillons, le tennis, que sais-je, peu importe vos centres d'intérêt les plus fous soient-ils, je pense qu'il faut aller un peu au bout de qui on est vraiment et assumer qui on est. Et pour moi, les personnes les plus intéressantes sont et qui me fascinent complètement sont les gens qui en dépit du regard des autres, bah, ils ont exploré un peu leur hobby, leur passion, leur folie. Moi, je peux me passionner sur la vie mondaine sous la Troisième République et lire des livres pendant un mois sur le sujet parce que ça me passionne. Ou alors sur les batailles de Napoléon ou un sujet, un fait historique, etc. Les bijoux de la couronne puisque c'est d'actualité, peu importe. Mais en tout cas, des gens qui auront exploré, qui seront allés au bout des choses, pour moi, c'est les personnes les plus intéressantes, plutôt que les gens qui survolent un petit peu. Donc pour moi, d'une part, pour être vraiment intéressant, il faut aller au bout un peu de qui on est, apprendre à se connaître, et aussi aller au bout de ses passions. Et vous êtes passionné de poésie, mais allez-y à fond. Qu'est-ce qui vous arrête de partager votre amour de la poésie et le dire et l'assumer? Et pourquoi pas? Et ensuite, c'est comment on transmet qui on est, la richesse intérieure, comment est-ce qu'on se met en récit aussi. Il ne s'agit pas de faire du storytelling et du pitch ou quoi, mais comment est-ce qu'on se raconte, on apprend à se raconter et comment est-ce qu'on se met en lien avec l'autre. Donc voilà un peu quelques ingrédients pour être plus intéressant. Puis j'invite aussi les gens à réfléchir à pourquoi je veux être plus intéressant ou je veux paraître plus intéressant. C'est quoi votre but? Est-ce que c'est parce que vous cherchez un nouveau job, donc vous avez besoin de paraître plus intéressant, de faire mouche en entretien? Est-ce que c'est parce que vous cherchez l'amour, justement? Ou est-ce que c'est simplement parce que vous en avez marre d'être transparente et que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui voit ce que vous faites? Donc ça aussi, ça va conditionner la manière dont vous faites passer vos messages. J'ai vraiment ce sentiment-là, ce que tu as dit en tout dernier, c'est ce postulat, en fait, que pour être intéressant, il faut suivre un cadre, suivre un certain mode d'emploi, une certaine norme, sinon je suis transparente, je suis invisible, je suis pas assez. Et je te rejoins vraiment sur je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant en soi, qu'il a une pépite qui est dans son cœur, dans sa manière de voir les choses, et que plus, en fait, c'est vraiment une question d'oser montrer cette chose qui est peut-être différente, cette manière d'être, ce qu'on aime, etc. Plus, en fait, on va être intéressant pour l'autre. Moi, je me rappelle de la première conversation que j'ai eue avec mon mari. Je lui ai sorti ma théorie où en fait, si tu veux, les formes des fruits et des légumes. Moi, je pense, alors c'est un avis, vous pouvez me dire le contraire sur Instagram, où je pense en fait que ça indique sur quel organe, c'est bon pour quel organe, c'est bon pour quelle fonction, que la nature en fait a fait des formes différentes pour nous aider à nous guider de manière holistique sur notre santé. Mon mari ne croyait pas du tout à ça. Il est vraiment scientifique, à l'opposé de moi là-dessus, mais il a trouvé ça intéressant. Et ce que je veux dire par là avec cet exemple, c'est que en effet, ce que tu as dit tout à l'heure, montrer en fait ce qui te passionne, ce qui te meut, eh bien ça montre finalement ton authenticité, qui tu es, et c'est ça qui peut créer le lien finalement. Absolument. Et alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être rassurer beaucoup de tes auditeurs et auditrices. C'est que, alors, je suis relativement à l'aise en société. Néanmoins, je suis profondément introvertie.
ce qui n'a rien à voir, hein, introvertie, c'est-à-dire que j'ai besoin de me recharger seule souvent. Néanmoins, les personnes qui vont le plus m'attirer, par exemple, ce soir, j'ai une signature de livre au Bon Marché. Donc, je vais parler de mon livre devant un auditoire. Alors, ça, c'est mon travail. Donc, je suis à l'aise. Mais après, quand il va s'agir d'aller parler aux gens et d'échanger et tout ça, je préfère tellement les contacts en tête à tête que plutôt parler à un groupe, au milieu d'un groupe avec des gens autour de moi. Oh, ça me terrifie. Et les personnes qui vont le plus m'attirer, disons, je suis invitée, il y a 2 jours, j'étais au Crillon à un cocktail, je connaissais personne. Les personnes qui vont le plus, moi, m'interpeller, m'intéresser, c'est les personnes qui sont seules, qui sont un peu dans leur monde, dans un coin. Moi, je suis seule aussi. Ben, je vais plus spontanément aller leur parler et c'est les personnes qui vont le plus m'intéresser finalement que les personnes qui s'époumonnent, qui passent leur temps à se vendre, à parler, à occuper l'espace. Au contraire, moi, c'est les gens dont je me méfie le plus. Donc ça peut rassurer beaucoup de vos auditrices et vos auditeurs, mais pour moi, les gens les plus intéressants sont loin de là, les gens qui paraissent intéressants et qui Mhm. sont au centre de l'attention. Moi, c'est vraiment les gens un peu sur le côté, sur la marge. Je pense qu'on est tous un petit peu différents, un peu. On essaye de paraître normaux, mais on est tous un petit peu zinzin ou singulier en tout cas, peut-être pas zinzin, mais singulier. Et moi, c'est ça que j'ai envie de trouver. Et d'ailleurs, Sandy, ça m'amène à une des questions de mon coffret. C'est la dernière question de la deuxième partie sur les questions à poser pendant les dates. Alors, il y a plein de questions pour ouvrir des conversations, mais moi, ma question préférée en date, faut la placer, j'avoue, hein, c'est à quel point tu es fêlé. Ah, excellent. Et ça veut dire quoi? Et souvent, l'homme en face me rit un peu en me disant, mais attends, dans quel sens? Fêlé au sens cassé, brisé, un peu ébréché, peut-être cabossé par des chagrins d'amour, par des deuils, par des éléments de la vie, ou fêlé au sens un peu zinzin, un peu dingo. Et justement, j'aime bien répondre, mais comme tu veux, tu l'interprètes comme tu veux. Et c'est les personnes qui assument, pour moi, qui se connaissent bien et qui ont appris à assumer un peu leur fêlure, qui sont les plus belles et les plus intéressantes. C'est Léonard Cohen qui disait, il y a une fêlure en toute chose et c'est par là que passe la lumière. Ah, c'est joli, c'est vraiment très beau. Bah justement, je voulais maintenant enchaîner avec le Love Starter que j'ai aussi acheté parce que j'avais hâte de découvrir les questions. Donc tu m'as déjà partagé ta question préférée. Si c'est OK pour toi, je te propose qu'on pioche. Alors je vais Bien sûr. piocher une nouvelle. Donc plutôt dans les questions pour rencontrer l'autre, Mhm, j'ai pioché celle-là. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je trouve que c'est une oui. super question. Mhm. Euh, Dans le Love Starter, en fait, tu as aussi un petit guide qui explique pourquoi cette question est importante. Pourquoi tu penses que c'est important en fait de poser cette question comme ça? Je pense que ce qui est important quand on veut créer du lien dans une rencontre, c'est ben, parler de soi et parler de choses qui nous touchent profondément. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On a tous, je pense, au fond d'un tiroir ou de notre mémoire, un conseil ou un mantra ou une citation. Ça peut être un truc vraiment à dessous, hein, un petit conseil à la noix qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Ça peut être une belle citation et je crois que je livre la mienne, ma préférée qui a guidé toute ma vie, qu'on se répète comme ça et qui nous fait du bien. Et quand on a besoin de puiser dans du courage, on se rappelle de notre professeur de terminale qui nous a donné ce conseil ou voilà. Et je trouve que livrer la sienne à l'autre et vice-versa, accueillir la sienne, ça en dit beaucoup aussi de ce qui est important pour soi. Je vous livre la mienne. Je l'ai eu à l'examen d'entrée à Sciences Po quand j'étais étudiante et que je voulais rentrer à Sciences Po. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu le concours. La citation était de René Char, qui est poète et résistant, hein, que j'aime beaucoup depuis. Et la citation, c'est: Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et pour moi, elle cristallise beaucoup de choses autour de l'audace, justement. D'oser, même si c'est pas évident. Moi, j'étais une jeune fille très timide.
complètement dans mon monde, un peu perché, mais c'est la manière dont moi je la décrypte, c'est ce conseil de continuer à faire ce que tu aimes, à être qui tu es, à te regarder, ils s'habitueront. Et un jour ou l'autre, ben, tu vas t'affranchir du regard des autres. Et en livrant ça, je pense que je dis beaucoup de moi-même d'ailleurs, je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire, la manière dont j'ai mené ma vie. Moi, si j'ai écrit ce coffret, c'est que je suis aussi une très grande célibataire. Heureuse célibataire, mais une très grande célibataire. Donc, des first dates, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est comment est-ce que j'ai choisi à tous les plans, professionnels, personnels. J'ai été expatriée de nombreuses années dans plein de coins du monde. Sentimental, j'ai décidé de vivre ma vie. Et je suis sûre que si j'entends toi, Sandy, ton mantra ou ton conseil qu'un prof peut-être ou un parent t'a donné, tu vas te dévoiler par là. Et c'est ça qui crée de la connexion. Oui, alors je trouve que cette question, elle permet de voir la personne en fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'étais en train de réfléchir quand tu es en train de dire quel est le mien. Moi, je pense en fait le meilleur conseil qui m'a aidé, c'est de se donner ce droit à l'erreur. J'avais beaucoup de peur au départ de oser, notamment dans le sport par exemple. J'étais très gauche. Et donc j'avais totalement arrêté. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit, mais si t'essayes pas, c'est normal que tu peux pas apprendre. T'as besoin de donner le droit à l'erreur. Et en fait, j'ai recommencé le sport sur cette base-là, mais c'est vrai que a posteriori, c'est quelque chose qui m'a aidé dans plein de domaines. Tu vois, le domaine amoureux, j'ai répété pendant 7 ans le même schéma, donc je me suis donné le droit à l'erreur aussi. C'est comme ça que j'en suis venue en fait aux méthodes qui moi m'ont personnellement aidé. Donc en fait, c'est vrai, a posteriori, c'est un truc vraiment simple, hein, mais qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup fait avancer dans ma vie en fait. Et tu vois, ça Donc dit beaucoup de toi. Cette question, c'est vraiment un petit accélérateur de rencontres et de oui, liens, je trouve. ouais, c'est vraiment génial. Donc pour les personnes que ça intéresse, allez vous procurer le Love Starter. Il est disponible dans toutes vos librairies, paru aux éditions Erol. Ça s'appelle Love Starter, kit de conversation amoureuse. Merci beaucoup Fanny pour être venue sur le podcast et nous avoir partagé tes conseils sur comment mieux rencontrer l'autre. Merci infiniment, Sandy, et à tes éditeurs et auditrices pour votre attention.